C'est assez impressionnant parce que revenir comme ça, je sais pas, c'est assez particulier. Moi personnellement, je me méfie beaucoup. De l'au-delà, déjà, je ne sais pas ce que c'est, et puis ça prête à confusion. Franchement, ils ont de la chance. J'espère pour elles que si elles n'ont pas gardé de séquelles, elles profitent de l'instant présent vraiment à fond et puis qu'elles profitent de la vie. On se demande tous ce qu'il y a après la mort. Ils avaient sûrement envie de passer à l'émission, donc ils sont revenus. Forcément, si on peut revenir, on revient. Je pense qu'il n'y a pas de choix, alors je pense pas. On est devant la mort et je pense qu'on peut pas choisir, soit on meurt ou soit on y passe, quoi. Voilà. Avec beaucoup de volonté, on peut y arriver, je pense. S'il y a le coma, c'est qu'il y a le choix entre la vie et la mort. Je pense que c'est la volonté de vivre qui l'emporte. Si vraiment c'est un choix, c'est courageux de leur part. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Nicole et Michael. Nos deux invités affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà après être tombées dans le coma. Elles vont nous raconter ce qu'elles ont vu, qui elles ont rencontré lors de ce voyage si étrange et surtout pourquoi elles ont fait le choix de revenir parmi nous. Nos deux invités affirment en effet avoir eu le choix de rester dans l'au-delà ou de revenir sur Terre. Je vous demande d'accueillir nos deux invités, Michael et Nicole. Michael, bonjour. Nicole, vous avez 59 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes retraitée. Michael, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Vous avez été victime d'un coma, c'était en 95, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Et à la suite de ce coma, vous êtes devenu aphasique, c'est-à-dire que vous avez totalement perdu l'usage de la parole. Vous l'avez aujourd'hui retrouvé après une longue rééducation. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Michael, racontez-nous ce qui s'est passé dans ce coma qui a duré 1 mois. En premier, j'ai eu une décorporation. Je me suis soulevée de mon corps. J'ai vu ma chambre, la Terre et toutes les planètes. Et après, j'ai vu le tunnel. Et on m'a amené, c'était un guide qui m'a amené vers ce tunnel. Et ce tunnel, il se compose en 2 parties. La première, on vous juge avec une parole de pardon et d'amour. Et après, on m'a donné un grand coup de pied dans le derrière pour voir l'au-delà. Et j'ai vu l'au-delà et j'étais baignée par un amour universel. Dans une lumière blanche formidable. Nicole, est-ce que ce récit, avant qu'on poursuive le voyage avec vous, Michael, est-ce que ce récit vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai eu cette expérience à la suite d'un accouchement, 3 semaines après l'accouchement de ma fille, donc à la suite d'une grosse hémorragie. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 45 secondes. Donc vous avez été cliniquement morte pendant 45 secondes. Voilà, avec électrocardiogramme plat. Et je me suis retrouvée au plafond. Je voyais de tous les côtés à la fois. J'étais très étonnée, c'est de me sentir exister au-delà de mon corps. Je prenais conscience pour la première fois de ma vie. Votre corps, il était toujours là, sur au bloc d'opération. Oui. Et je prenais conscience d'être l'habitant de mon corps. Et vous étiez un 2e corps au-dessus de votre corps? Et voilà. Et voilà, et je voyais de tous les côtés à la fois. Et vous entendiez tout? Voilà, j'ai vu bien sûr le personnel médical qui s'affairait et j'ai surtout entendu le chirurgien qui a dit « elle me pète entre les mains ». Ce qui m'a été... Comment vous avez... Comment
Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu le chirurgien dire ça? Ça n'avait aucune importance. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas, mon corps n'avait plus d'importance. C'est un petit peu comme un manteau qu'on met comme ça sur une chaise. Vous vous sentiez morte ou vivante? J'étais vivante. J'ai pensé à mon mari qui m'avait dit, alors qu'on m'emmenait sur le chariot dans la salle d'opération, mon mari m'avait dit, t'en fais pas, on t'attend dans la salle d'attente, mon mari et mon beau-père, tout va bien se passer. Je pense à eux, je traverse les murs, je me trouve dans la salle d'attente et je ne savais même pas où elle se trouvait, la salle d'attente. Ça s'est fait comme ça. Dans la salle d'attente, j'ai vu mon mari qui faisait les 100 pas et mon beau-père. Et moi, je ne comprenais pas parce que j'étais là, j'étais plus vivante que jamais, je les voyais. J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des petits coucous. Vous avez essayé de leur parler? Ils ne me voyaient pas. J'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père, ma main a traversé son corps. Mais surtout, et là pour moi c'était extrêmement, ça m'a vraiment interpellée, parce que tout en étant moi, j'avais cette propriété d'être moi, d'être plus grande que moi et de traverser tout. Et je me suis trouvée, c'est un mot comme ça, dans le cœur de mon mari. J'étais très étonnée parce qu'il ne se faisait pas de soucis. Comment ça, vous avez pénétré le cœur de votre mari? On est soi et l'autre en même temps. Et je savais tout ce qu'il pensait, mais tout ce qu'il était en tant qu'essence, en tant qu'être humain. Donc à ce moment-là, vous étiez dans le corps de votre mari, puis qu'est-ce qui s'est passé après? Comment avez-vous rejoint l'au-delà? Je me suis trouvée dans un néant de ténèbres. Je me suis sentie seule au monde, j'aurais tout donné pour entendre quelque chose ou voir quelque chose. Au loin, j'ai vu une petite lumière et j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Et quand je me suis approchée de la lumière, elle a pris tout l'horizon. C'est le plus beau moment de ma vie. Vous étiez déjà dans l'au-delà quand vous étiez dans la lumière? Dans cette lumière, oui. Comment vous êtes sûre que c'est l'au-delà? On le sait. On le sait comment? Mais on le sait parce que cette qualité de plénitude, de paix, cet amour-là, c'était une paix immense, c'était l'amour total, c'était une sérénité. Et là, j'ai compris, je me suis sentie éternelle. Mais vous vous sentiez morte à ce moment-là ou vivante? Non, j'étais plus vivante que jamais. Mais dans l'au-delà? Mais dans l'au-delà, et j'ai compris que j'avais toujours vécu, que je vivrais toujours. Et vous étiez seule dans l'au-delà? J'ai vu un être qui est venu vers moi. Et cet être-là, c'était mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Bien sûr, quand je pensais à lui, je pensais toujours à un petit bébé. Et là, un jeune homme, irradiant de lumière, vient vers moi. Et ce qui est étonnant, c'est que je savais de façon formelle que c'était mon frère. Je me suis trouvée dans ses bras, il était solide et moi aussi. Alors que lorsque j'ai mis ma main sur mon beau-père, ma main a traversé son corps. Donc vous touchiez les morts, mais pas les vivants. Michael, vous avez rencontré des gens dans l'au-delà? Oui, mon grand-père. Décédé aussi? Oui. Qui m'a dit, c'est pas ton heure, redescends. Et avant de monter vers l'au-delà, j'ai touché ma mère et je l'ai traversée. Et malheureusement, elle ne m'a pas entendue et ni touchée. Est-ce qu'on fait soi-même le choix de revenir vers les gens qui restent sur Terre? Est-ce que c'est vous qui maîtrisez ce retour à la vie sur Terre? Pour moi, oui. Ouais. Mon grand-père, il m'a dit c'était pas mon heure, et ma mère qui me surinait reste pas là-haut, redescend. Bon, j'ai mis un mois pour redescendre quand même. Vous êtes resté un mois là-haut? Oui. Vous aviez conscience du temps? Non. Il n'y a pas de temps ni de religion. Mais au bout d'un mois, et vous de 45 secondes, Nicole, chacune a fait le choix de redescendre. On m'a donné le choix et comme j'avais 2 petits-enfants en bas âge, j'ai voulu revenir pour eux. Mais on m'a dit que si j'avais y resté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Qu'est-ce qui vous a convaincu autant que ça n'était pas un rêve? Parce que c'était vérifiable. C'est-à-dire? Au départ, j'ai suivi ma mère. J'étais sur le toit de la voiture et après la visite de ma mère, moi j'étais sur un lit d'hôpital et dans le coma et j'ai suivi ma mère qui rentrait à la maison et
qui a allumé une bougie et elle m'a crié « Reviens ». Bon, ça, c'est à elle qu'il faut le demander, mais j'en suis persuadée que c'est pas un rêve. Vous lui en avez parlé? Ah oui, ah oui, oui. Nous allons donc demander à votre maman de venir nous raconter ce qu'elle a vécu ce jour-là, où elle était en voiture, et pourquoi elle vous a cru à la suite de cela. Je vous demande d'accueillir Guylaine, donc la maman de Michael. Bonjour Guylaine, vous avez 50 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes guide touristique et pas dans l'au-delà. Comment est-ce que vous avez réagi quand Michael est sorti du coma et qu'elle vous a raconté ce fantastique voyage dans l'au-delà? Eh ben, au début, j'étais très surprise. Je n'arrivais pas d'abord à comprendre tout ce qu'elle me racontait. Ça dépassait un petit peu mon entendement. Mais au fur et à mesure qu'elle me donnait des preuves, d'abord la première preuve qu'elle m'a donnée... Donc la voiture? C'est cette voiture, la bougie, exactement. Racontez-nous ce qui s'est passé, vous, de votre côté, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est-à-dire que je suis partie de l'hôpital rapidement quand on m'a dit « il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Elle est cliniquement morte ». Je me suis dépêchée d'aller chez moi, prendre quelques affaires, et je ne suis pas partie avec ma voiture. Pour la bonne raison que je n'étais pas en état de conduire. C'est quelqu'un qui a conduit la voiture de Mika. Et Mika ne voulait surtout pas qu'on touche sa voiture. Alors, je suis arrivée à la maison. Je ne sais pas pourquoi, l'impulsion que j'ai eue, ça a été de mettre une bougie. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors qu'avant, je n'étais pas du tout dans le mysticisme. Vous comprenez, je suis avec les vieilles pierres et les vieux monuments, c'est pas trop... bon. J'ai mis une bougie et je sais pas, je me suis mis à crier très fort. Mais très fort. Michael, reviens, ne reste pas en haut. Michael, reviens. Bon, puis j'ai pris mes affaires et je suis donc retournée à l'hôpital. Un mois après, quand elle a pu parler, et maintenant, elle ne parlait pas, elle parlait par onomatopée, ou elle parlait par moi, vouloir, enfin bref, c'était très difficile de la comprendre. Et elle m'a expliqué pourquoi j'avais pris sa voiture. Je dis, mais j'ai jamais pris ta voiture. Je me souvenais plus de l'anecdote. Et elle m'a dit, tu as mis une bougie et tu m'as appelée. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a raconté cette scène que vous aviez vue, enfin vécue? Alors là, j'ai dit, bon, tout ce qu'elle me raconte, c'est vrai. Ça fait des frissons quand même quand j'ai eu des frissons. J'ai eu une grande admiration. Ça n'existe pas les morts, ce sont des vivants. Quand Nicole dit j'étais vivant. Donc quand on est mort, on est vivant. Oui, absolument. Parfois, j'ai quand même l'impression d'entendre un petit peu quelque chose qui me rappelle le catéchisme. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a raconté cette scène que vous aviez vue, enfin vécue? Alors là, j'ai dit, bon, tout ce qu'elle me raconte, c'est vrai. Je l'ai cru. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ressenti. Ça fait des frissons quand même quand j'ai eu des frissons. J'ai eu une grande admiration. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez été immédiatement convaincue? Immédiatement convaincue. Émue et convaincue. Parce qu'avant qu'elle puisse parler, elle a voulu tout de suite, à la sortie de son coma, elle a voulu m'expliquer ce qu'elle avait vu. Et elle était dans un semi-coma et je parlais avec quelqu'un dans la chambre et je disais « Tu crois qu'ils entendent ce qu'on dit? Tu penses ?» Et elle a bougé la tête et elle m'a fait comprendre en regardant l'interrupteur de l'hôpital. Et elle insistait sur cet interrupteur. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Après, elle a mis une main sur ses yeux. Alors je cherchais. Caché, noir, interrupteur. Finalement, j'ai trouvé lumière. Et quand j'ai compris, j'ai commencé à faire un cheminement avec elle en lui demandant ce qu'elle avait vu dans le noir. Alors j'ai compris tunnel et ensuite j'ai compris lumière. Lumière, donc la lumière en haut. Bonsoir, moi c'est Alexandre de Charenton-le-Pont. Vous avez décrit le voyage aller. J'aimerais connaître le voyage retour. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu à la vie? Quand je suis revenue, j'ai eu
Quand je suis partie dans la lumière, tout de suite je me suis trouvée dans la lumière. En revenant, je prenais conscience de traverser des zones plus denses. Et je n'ai eu de sentir même des choses malsaines. Et je n'ai eu qu'une envie de rentrer dans mon corps. Je suis rentrée dans mon corps en passant par ma tête, comme on rentre dans une chaussette. C'était pesant, c'était comment? Mon corps? Oui, le fait de rentrer dans votre corps à nouveau. C'était... Vous savez, quand vous avez toute la liberté, quand vous avez le tout et que vous rentrez dans quelque chose d'étroit, imaginez. Vous avez eu envie de retourner dans l'au-delà? Bien sûr, on a eu tout le monde une nostalgie. Alors Michael fait oui, donc je suppose que vous aussi, vous avez regretté à un moment d'être revenu. Oui. Guylaine, est-ce que ça vous fait peur que votre fille ait un petit peu cette nostalgie de l'au-delà? Au début, oui, ça m'a fait peur parce que, bon, à l'hôpital où elle était, on percevait ça, elle répétait sans arrêt, je veux retourner en haut. Là-bas, au moins, j'étais bien, j'avais mes frères. Bon, elle n'en a qu'un, les autres, je ne les connaissais pas. Je veux retourner avec mes frères, j'étais bien là-bas, j'étais libre, comme dit madame, j'étais libre. Je respirais, j'avais de l'amour, tout le monde était gentil autour de moi, il n'y avait que ça. Elle a beaucoup changé? Changé? Oui. Mais vous voulez plaisanter? Ça n'est plus du tout la même. Quand elle est revenue de son coma, quelque temps après, j'ai dit, mais j'en veux pas. Pourquoi? Merci. Mais c'est pas, mais non, mais c'est honnêtement, c'est pas ma Michael, ça. C'est pas elle. Elle n'est pas du tout comme elle était. Elle était comment? C'était une grande stressée, une nerveuse, une pomponnette, quelqu'un de très, très, très autoritaire. Tous ces profs m'avaient dit en terminale, sa voix est toute tracée. C'était une bonne élève. Et sa voix est toute tracée, c'est dans l'armée qu'elle doit faire carrière. Oui. C'était vrai. Donc bon, c'était bien dans l'armée, commissaire de police, je trouvais ça bon, bien pour une femme. C'était une violente. C'était quelqu'un qui se battait, n'est-ce pas? Oui. Et puis quand elle est revenue, bon, quand elle a gardé de son ancienne Michael, c'est l'humour. Ça c'est bien. Mais tout le reste, non. Maintenant, c'est devenu quelqu'un de beaucoup plus amour. Elle pardonne. Elle n'ira pas faire l'armée, c'est ça? Ah non, alors là, plus du tout. Elle pardonne, elle est amour, elle n'est pas du tout stressée, elle est très philosophe, elle est cool. Voilà, elle est différente d'avant. J'aurais aimé savoir ce que pense votre entourage de ce qui vous est arrivé. Vos amis, Michael. Mes amis, ils sont tous partis. Ils vous ont pas cru? Ah non, pas du tout. Il n'y a que ma famille, ma mère qui m'a cru. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos amis, quand vous leur avez raconté? Non, tu racontes des conneries. C'est pas vrai du tout. Laisse-moi tomber avec ça. Voilà. Vous êtes d'accord pour rencontrer quelqu'un qui est plutôt sceptique sur votre voyage dans l'au-delà? Ah oui. Tout à fait, pour en discuter. Eh bien, nos deux prochains invités ont des avis extrêmement différents sur la question. Anne est médium et elle croit en l'au-delà. Renaud, en revanche, lui est journaliste et il n'y croit pas du tout. Ils vont venir sur ce plateau pour confronter leurs avis. Je vous demande de les accueillir. Anne et Renaud. Anne, Renaud, bonjour. Anne, vous avez 53 ans, vous êtes veuve, vous avez 3 enfants, vous êtes directrice de société et également médium. Vous n'avez pas, vous, vécu la même expérience de voyage dans l'au-delà, mais pourtant, vous les croyez, Anne et Michael, Nicole et Michael, pardon. Pourquoi est-ce que vous les croyez? Écoutez, moi, je suis absolument émerveillée, non pas de coïncidence, mais de cohérence. Je prends des messages en écriture automatique maintenant depuis plus de 9 ans. En fait, depuis 9 ans, dans les messages que je reçois, on m'explique exactement, mais c'est stupéfiant, exactement ce qu'elles expliquent toutes les deux aujourd'hui.
On meurt, on laisse ce véhicule, ce truc est un véhicule. Un jour, j'ai été un homme, un autre jour, une femme, un autre jour, autre chose. Et l'âme passe en fait d'un véhicule à l'autre. Et quand on meurt sur cette terre, l'âme se détache du corps et elle monte. Pas toujours tout de suite. Quelquefois, elle peut rester 2 ou 3 jours autour du corps, mais elle se dégage du corps. Et quand elle passe de l'autre côté, elle ressent exactement ce qu'elle vient de raconter. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme part si l'âme a une connaissance spirituelle, une toute petite, même rien que l'émission de ce soir, même si les gens n'y croient pas, et j'allais dire c'est pas très grave, parce que le jour où leur âme va quitter le corps, ils se rappelleront et ils chercheront la lumière. Ils ne resteront pas dans le bas astral. Moi, je voudrais savoir, Renaud, pourquoi est-ce que vous, en tant qu'écrivain journaliste, vous ne croyez pas ce que racontent Michael et Nicole, alors qu'elles racontent exactement la même chose et que, en tout cas, les gens qui racontent leur expérience dans l'au-delà après un coma racontent tous la même chose? Alors, c'est pas tant que je ne crois pas les gens qui se sont exprimés. Moi, je les respecte tout à fait en tant que témoins et je ne doute pas que leur vécu soit sincère. Maintenant, c'est peut-être sur les conclusions que nous allons différer. Parce que vous nous dites que ces témoignages sont identiques. Oui, si l'on prend les 2 témoignages que nous avons entendus là, ils sont identiques, en effet. Il faut savoir qu'il y a d'autres NDE. Il faut savoir qu'il y a des NDE qui sont, par exemple, négatives, et on en parle dans ce livre, La source noire. Une expérience de mort imminente négative. Ce sont des gens qui, au lieu de voir cette lumière faite d'amour, etc., voient plutôt des flammes et entendent des grincements de dents. Ils vont en enfer ? Souvent, ces témoignages-là, on a tendance à les laisser un petit peu de côté, parce que ça fait peut-être moins crédible. Non, c'est dans le et bas puis, astral. il y a d'autres choses qui sont assez saisissantes. Ce sont les NDE que vivent les enfants qui ont peut-être moins peur de la mort que ne peuvent l'avoir les adultes, et qui souvent dans le tunnel ne rencontrent non pas des personnes décédées, mais leurs copains de classe, ou leur instituteur, ou leur maîtresse de classe. Alors là, on peut se demander effectivement ce que font ces copains de classe qui sont bien vivants dans le tunnel de l'au-delà. Et si l'on prend ces NDE très différentes de celles dont nous avons entendu parler tout à l'heure, eh bien on s'aperçoit que le phénomène est peut-être moins cohérent. On sait qu'après des chocs, dans le cas où le cerveau a manqué d'oxygène, eh bien on peut obtenir ce type d'impression, impression de décorporation, impression d'être aspiré dans un tunnel. Il y a des études qui ont été menées par des psychiatres, je pense au professeur Meduna aux États-Unis, je pense à Spiegel également, qui a montré que les hallucinations, alors dans ce sens-là, ce n'est pas du tout péjoratif bien entendu, enfin que les visions que l'on peut avoir après des traumatismes graves sont souvent des visions de ce type. Alors, c'est quoi? C'est dû aussi aux médicaments qu'on prend quand on est dans le coma ou aux anesthésies? C'est une autre explication. On sait que la qui est un anesthésiant qui a été utilisé beaucoup dans les années 70, jusque dans les années 80. On sait que la par exemple, entraîne ce genre de sensations, ce genre de vision. Alors, Renaud, comment vous expliquez en revanche que Michael a raconté à sa maman une scène que sa mère a vraiment vécue? Alors, sans vouloir botter en touche, je dirais que là, c'est peut-être un point de détail du témoignage. Moi, je n'ai pas enquêté sur les cas précisément rapportés ici ce soir, donc je ne peux pas vous dire précisément ce qu'il en est. J'ai remarqué que Madame nous disait que dans un premier temps, elle ne se souvenait pas de l'anecdote qui lui a été ensuite rapportée par sa fille. Je ne me souvenais pas d'avoir pris la voiture. Bon. C'est pour ça que ce n'est pas des visions, il n'y a pas que ça, parce qu'elle est revenue avec un message. Une hallucination, finalement, c'est une vision, mais qui est déformée, qui n'est pas réelle, etc. Comment expliquez-vous que lorsque je suis allée dans la salle d'attente, j'ai vu mon mari? Comment expliquez-vous? Je n'ai pas tout dit, bien sûr l'expérience est 1000 fois plus grande que ça. Qu'en pensant à mon petit garçon que j'avais confié à ma belle-mère la veille, je ne savais pas que j'allais être hospitalisée une dizaine de jours. Et j'ai pensé à mon petit garçon, je me suis trouvée chez ma belle-mère et je lui avais dit à ma belle-mère, vous savez maman, donnez-lui son repas, son déjeuner vers 11h30 parce qu'à midi, tombé de sommeil. Il était 1h et mon père disait vite, Nicole est en train d'être opérée, on va conduire mon dernier petit frère à l'école et on va là-bas. Ce n'était pas des hallucinations. Après, quand j'en ai parlé à mes parents, c'était vrai tout ça.
Et même ce qu'on m'a montré de l'autre côté, qui s'est réalisé 20 ans, 15 ans après dans ma vie, c'était vrai, il n'y avait rien d'hallucinatoire. Qu'est-ce que vous répondez ça, Renaud, voilà. à ces flashs Je prends acte évidemment de ces prémonitions, de ces flashs, de ces visions à distance que rapporte Madame. Mais là encore, je n'étais pas là, je n'ai pas pu vérifier ces coïncidences. Faites-moi confiance, vous savez. Oui, oui. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Faites-moi confiance. Je n'irai pas mentir là-dessus. Autre chose, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle est revenue d'en haut après avoir vu mon père. Et il y a quelque chose que personne ne pouvait savoir si ce n'était que moi et moi seule. Et quand elle est revenue, elle m'a livré ce message, à savoir que je ne suis pas croyante, mais mon père étant mort, c'était un homme érudit, très intelligent, qui m'a beaucoup apporté. Et quand il est mort, je n'ai pas très bien compris pourquoi il était mort, j'étais furieuse. Bon, alors je parlais en disant ouais, pourquoi tu es parti, je ne comprends pas, si tu reviens, explique-moi ou donne-moi un signe qu'il y a quelque chose, c'est tout. Et je parlais toute seule. Ça a duré 2-3 ans, bon, puis personne n'était au courant. Et quand Michael est revenu bien après, peut-être 1 an après son coma, elle m'a dit « Ah, au fait, il faudrait que je te dise quelque chose. Ton père a dit de cesser de l'appeler. » Je dis « Mais comment tu sais ça ?» Elle m'a dit bah, « C'est lui qui me l'a dit parce que en haut, ça dérange. » C'est vrai que ça dérange. J'aurais envie de dire, sans encore là me prononcer sur ces coïncidences, il y a peut-être quelque chose qui me gêne un petit peu quand même dans ces témoignages. Et là, peut-être que je vais apporter un commencement de jugement. C'est cette notion d'en haut, d'en bas, de ciel, on veut atteindre le 7e ciel, etc. D'être jugé à l'entrée du tunnel. Parfois, j'ai quand même l'impression d'entendre un petit peu quelque chose qui me rappelle le catéchisme. Mais bon. Ah, alors là, je vais vous arrêter. Oui, moi aussi, je voudrais répondre à ça. Je vais vous arrêter parce que Michael n'a eu aucune instruction religieuse et encore moins une religion chrétienne, puisque nous ne sommes pas chrétiens. Donc elle n'a eu aucune, et ni de notion de Dieu, ni rien du tout, puisqu'on est crois que très, ces notions d'en haut et d'en bas se retrouvent dans toutes les religions. En haut, ça veut dire pourquoi. On n'a pas un vocabulaire. La loi, est-ce qu'elle se retrouve dans toutes les religions? Voilà. Pourquoi? Voilà. Retournons la question de l'autre côté. Voilà. Est-ce que l'homme ne sait pas depuis longtemps, le refusant constamment? D'abord, tous les gens qui font un coma ne voient pas l'au-delà. Et pourquoi est-ce que quand on va dans l'au-delà, on a le choix de rester ou de revenir? Parce qu'on est des âmes libres. Et ça, c'est terrible d'être libre. Le libre arbitre, c'est le choix. Mais pourquoi certains choisissent de rester là-haut, donc ils reviennent pas. Mourir? Ils reviennent pas, mourir et à la terre. Et d'autres de vivre. Parce qu'en fait, on a le choix. Peut-être que pour certains, c'est beaucoup trop dur de redescendre. Vous savez, tout est vibratoire. Il n'y a pas de géographie de l'autre côté. Mais cliniquement, on est mort, on n'est pas mort. Il y a des Cliniquement, c'est le corps. Le corps s'arrête. L'âme ne rentre pas, le corps s'arrête. C'est pas très compliqué. Donc d'après vous, c'est l'âme qui décide si on meurt ou pas? Ah ben absolument. Qu'est-ce que vous en dites, Renaud? Il y a des choses qui là aussi sont étonnantes, mais je vais donner un point de vue de cartésien, bien évidemment. On nous rapporte des visions alors que tout cela est vécu dans une sorte de voyage astral, donc avec un corps que l'on pourrait dire éthérique. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut voir si on n'a plus un œil, un nerf optique qui reçoit de la lumière et qui transforme cette lumière en information. On n'a pas que nos 5 sens, vous savez. On a des corps plus subtils qui fonctionnent avec d'autres sens beaucoup plus subtils et qui permettent justement de voir. Et puis cette expérience-là, elle peut paraître angélique, mais c'est vrai que c'est peut-être une grande chance de l'avoir vécue uniquement pour savoir qu'on ne meurt pas et que notre vie, elle a un sens et elle a un but, et c'est d'aimer ici sur cette terre. Mais elle est drôlement exigeante aussi, cette expérience, vous savez, parce que la lumière révèle l'ombre, elle révèle l'ombre qu'on a en nous, elle révèle tout ce qu'on a transformé. Et après, on ne peut plus dormir sur ses 2 oreilles comme avant. Et on a un désir de perfection, un désir de réaliser ici sur terre un petit peu de cette plénitude qu'il y a de l'autre côté. C'est très exigeant.
Parce que je crois qu'on renouvelait là un petit peu le message religieux. Je crois que décidément, on est de plein pied dans la religion. Oui. C'est au-delà du message religieux parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui fait partie intégralement d'une religion. C'est plutôt un message spirituel qui est au cœur de toutes les religions. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je voudrais poser une question à Anne. Pensez-vous que ce qu'ont vécu Mika et Nicole, ça, pensez-vous qu'elles ont vu le paradis? Alors, le paradis, d'abord, précisons très nettement, ce n'est pas un lieu géographique, c'est un lieu vibratoire. Ce qu'on appelle le paradis. Alors, ce qu'on appelle le paradis, comme ce qu'on appelle l'enfer, comme ce qu'on appelle le purgatoire dans certaines religions, ce sont en fait des plans différents. Bon, les âmes qui sont dans le bas astral et qui n'arrivent pas à monter, elles sont certainement dans un enfer, parce que c'est très occupé d'âmes errantes et d'âmes perdues, donc c'est très dur. Ensuite, quand vous parlez du paradis, c'est en fait un retour vibratoire vers l'amour total. Mais on n'y arrive pas comme ça, on y arrive en plusieurs vies, on arrive en plusieurs niveaux. Alors ce ne sont pas des lieux géographiques, ce sont des lieux vibratoires. Quand on parle de l'au-delà, l'au-delà il est là, il est au milieu de nous, ils sont là en ce moment à nous écouter. Qui ça? L'au-delà, les gens de l'au-delà, c'est-à-dire les guides, les anges, les hommes qui sont montés, enfin ceux qui ont eu le temps de venir ce soir. Ça n'existe pas les morts, ce sont des vivants. Quand Nicole dit j'étais vivante. Donc quand on est mort, on est vivant. Mais absolument, plus encore que quand on a un corps et qu'on est limité par le corps. Bien sûr qu'on est vivant. Alors nous allons à présent recevoir un couple, Guy et Jacqueline. Le voyage de Guy dans l'au-delà a provoqué une grave crise au sein de leur couple. Je vous demande de les accueillir, Guy et Jacqueline. Jacqueline et Guy, bonjour. Jacqueline, vous avez 54 ans, vous êtes désormais divorcée de Guy, vous êtes retraitée. Quelles conséquences les expériences et les voyages dans l'au-delà de votre ex-mari ont-elles eu sur votre couple? Tout à fait néfaste et ça nous a amenés au divorce. Mais qu'est-ce qui était devenu si insupportable qui a provoqué le divorce? Parce qu'on ne pouvait plus parler que de l'au-delà. Il a acheté énormément de livres et on ne pouvait plus parler que ça. Nos vacances étaient faites en fonction des conférences qu'il donnait ou de celles auxquelles il assistait. Et tout était basé là-dessus. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas cru? Ça, c'est mon esprit comme ça. Mais il ne vous a pas donné de preuves comme la maman de Michael? Non. Ça, c'est un reproche que je lui fais parce que j'aurais pu éventuellement changer d'idée. Un petit quelque chose de la base. Oui, mais ça y est, rien. Il m'a dit que j'étais trop incrédule alors que... Est-ce que vous avez cru à un moment qu'il était fou? Oui. Vous le croyez toujours? Oui. Michael et Nicole nous ont dit qu'elles avaient acquis une sérénité en voyageant comme ça dans l'au-delà. Est-ce que c'est également le cas de votre ex-mari? Quand on s'en est rendu compte, il a énormément changé. Tout était amour, le tunnel et tout. Il vous a raconté la même chose? Oui, j'ai entendu, mais c'était l'amour pour les autres, mais plus pour la famille. Alors... Et quand vous entendez Mika, puisque tout le monde vous appelle Mika aujourd'hui, votre maman aussi, et Nicole nous raconter leur voyage dans l'au-delà, vous n'avez pas tendance à croire votre mari? Mais non, parce qu'ils racontent la même chose aussi. Mais... Donc vous croyez qu'elles sont folles aussi? Excusez-moi, mais ça s'appelle un lien de cause à effet. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Et de tous les gens qui racontent cette chose-là? Oui, mais je vois que Mika a donné des exemples. Sa maman a pu y croire. Mais moi, rien, il n'a jamais rien... Mais Guy, il n'a rien ramené. Non. Alors, Guy... Vous avez 56 ans, vous avez eu 2 enfants ensemble avec Jacqueline. Vous êtes fonctionnaire. Vous avez fait 3 comas dans votre vie, à différentes époques de votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez fait à chaque fois, ces 3 fois-là, le choix de revenir? J'ai pas eu le choix. Alors, racontez-nous. Je suis revenu. Lors de la première, c'est lors d'une noyade. J'étais dans la lumière.
Vous aviez quel âge? Total 6 ans. Oui. Et alors là, je suis revenu à moi, quelqu'un qui m'a sorti de l'eau. Et ça s'est arrêté avec cette expérience vraiment de la lumière totale. Donc chaque fois, c'est la première fois projeté dans la lumière. Lorsque j'avais 12 ans, lors d'un accident de vélo, j'ai de nouveau été projeté dans la lumière. Vous avez vécu un coma aussi à 12 ans? C'est un coma, oui. Et là aussi, j'ai voulu en parler à mes parents, mais ils m'ont dit « Oh, parlez pas de ça, vous êtes fous ». C'était la même chose? Vous avez vécu la même... Chaque fois la lumière. La lumière. Deuxième fois, c'est un accident de vélo. Et alors, le 1er mai 90, j'étais donc à Braine-le-Comte, où j'habitais à l'époque. Et là, de nouveau, avec le vélo. De nouveau, projeté dans la lumière. Mais là, ça c'était allé plus loin parce que je suis revenu par le tunnel. Donc la lumière, je me suis trouvé dans cette lumière. À un moment donné, je voulais continuer. Et je me trouvais devant un voile impalpable et j'ai voulu aller dedans et j'étais rejeté en arrière. Donc vous n'avez pas eu le choix, on vous a poussé de l'autre côté? Jamais eu le choix. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre femme ne vous a pas cru sur ces voyages? Vous êtes persuadé d'ailleurs que c'est bien l'au-delà que vous avez vu? Ah, bien sûr. Alors comment vous avez réagi quand elle ne vous a pas cru? C'est son choix. Mais quand vous pouviez aussi tenter de la convaincre, même si vous n'avez pas, comme Michael, ramené des preuves, vous auriez pu tenter de la convaincre? J'ai essayé, mais c'est elle qui ne m'a pas cru. Et lorsque quelqu'un ne veut pas croire, il ne sait pas croire. Et qu'elle vous prenne pour un fou, ça vous ennuie? Non, pas du tout. J'ai accepté. Mika? Pardon? Le pardon. Et vos enfants, ils ont pris ça comment? Oh, mon fils est sceptique, me dit, papa, c'est votre expérience. Ma fille dit, c'est votre expérience. Ils ne disent pas plus parce que c'est votre vécu. Ils ne disent rien Ils à ne disent leur rien père. grand-chose. Non, avec moi, c'est autre chose. Et à vous, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand on en parle, on en rigole. Aussi bien avec le fils qu'avec la fille. Mais quand ils sont avec leur père, bon, ils le respectent et alors ils acceptent ce qu'il dit, mais... Et qu'est-ce qu'ils vous disent à vous? Bah, aussi, papa, il devient sot. Guylaine, quand vous entendez ça, vous qui avez cru votre fille, finalement, comprenez que Jacqueline ne croit pas son mari parce qu'elle n'a pas de preuves tangibles? Moi, j'ai du mal à le croire, justement, à concevoir que, bon, avec tout ce qu'il y a raconté... Est-ce que vous avez envie de lui dire pour lui... J'ai envie de lui dire, est-ce que depuis, est-ce qu'il a l'air déstabilisé? Est-ce qu'il a l'air cinglé? Est-ce qu'il a... Vous le trouvez anormal? Oui, parce que... Enfin... anormal. Il a quand même changé de vie totalement. C'était un homme qui faisait de la politique. Il s'en fout maintenant. Là, il a fait des progrès. Il a fait des progrès. Qu'est-ce qu'il faisait? Il le faisait... Il fonçait vraiment dans ce qu'il faisait. Et du jour au lendemain, c'est vraiment... Mais il fonçait dans le matériel et il s'est rendu compte que c'était Oui, mais inutile. c'est bien ça. Que c'était la politique alors. Mais oui, la politique, alors là, ça c'est grave. Idiot ou fou, ou intellectuellement diminué. Quelque chose s'est Il passé. est toujours pareil, il est stable. Ah ça, je n'en suis pas si sûre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Jacqueline? À le voir, il est sage. Ah oui, il a l'air très... Il est... Non, mais... Il est stable. Il est stable. Non, non. Non, pourquoi? Il a la paix, il a la sérénité. Il s'accroche plus à des choses inutiles. Quelle est la vie de monsieur aujourd'hui? Que fait-il, puisqu'il faisait de la politique avant, mais que fait-il aujourd'hui? Maintenant, il y a 5 ans que nous sommes séparés. Ou alors monsieur peut peut-être nous le dire, que fait-il aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Eh bien, aujourd'hui, je suis toujours fonctionnaire, je fonctionne, c'est une chose. Je vois que, comme Michael, vous avez aussi le sens de l'humour, c'est bien. Deuxièmement, bon, j'ai trouvé une campagne qui me comprend très bien et qui me soutient. Et troisièmement, je fais
j'accompagne les gens qui sont dans le deuil. C'est-à-dire? Et les trépassés. Comment ça? Vous accompagnez les trépassés? Où ça? En effet. Lorsque je fais ça uniquement parce que pour aider ces gens qui sont dans le stress. Par exemple, je cite un exemple qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Un jeune couple vient chez moi avec un enfant de 15 mois. Cet enfant de 15 mois ne dort pas depuis ces 15 mois entre minuit 1h et 5h du matin. Ils ont allé voir tous les médecins, tous les examens sont négatifs. Cet enfant est parfaitement sain d'esprit et de corps. Moi, cet enfant pleure, ils ne savent pas l'expliquer. Alors, petit à petit, ces gens commencent à chercher comment ça arrive. Et finalement, quand ils sont arrivés chez moi, il y a à peu près 7-8 mois, je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Ma belle-mère, dit-elle, s'est pendue lorsqu'elle était enceinte de 8 mois. Je suis allé vers cette maison-là et j'ai constaté en effet qu'il y avait une présence négative dans cette maison. Ils ne m'ont pas dit où c'était, j'ai passé et j'ai trouvé l'endroit où la mère s'était pendue à la poutre dans une grange. Puis j'ai commencé à parler parce que aussi les morts, il faut parler avec eux doucement, avec égard. Et j'en ai parlé, j'ai aidé. Il faut retourner vers la lumière. Je me suis décorporé, je lui ai donné la main. Pardon, vous vous êtes décorporé? Oui, c'est toujours possible. Vous pouvez, vous, repartir dans l'au-delà? Ben oui. Dans ce tunnel. Mais je ne vais pas plus loin, je ne vais plus dans la lumière. Donc je l'accompagne, et dans le tunnel, je monte là. Jusqu'au bout, vous allez jusque-là, et c'est dans la lumière. Ce que j'avais oublié, c'est que cet enfant de 8 mois qui n'était pas encore né, mais qui est un enfant, je l'avais oublié. Donc j'ai rappelé la mère, j'ai dit, on prend votre enfant avec, et on l'a accompagné dans la lumière. Et depuis l'heure, cet enfant de 15 mois dort. Est-ce qu'avec ces histoires de présence négative et puis de trépassés que l'on fait voyager comme ça d'un endroit à un autre, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans le domaine de l'exorcisme là? Là, j'ai l'impression qu'on est très loin en fait du simple témoignage sur une NDE. Moi, ça me rappelle un petit peu les légendes bretonnes qui ont bercé mon enfance, où très souvent comme ça, les âmes en peine étaient accompagnées par des prières pour rejoindre le paradis. Et je me demande si en fait là, on n'a pas une opération marketing un petit peu qui consisterait à présenter des vieilles superstitions de façon un petit peu plus in. D'abord, je travaille gratuitement, c'est une chose, il n'y a pas de marketing, je vous rassure. Deuxièmement, l'héritage des religions vous fait dire cela. Moi, je me suis dit, l'exorcisme, ça veut dire mettre le diable dehors. Or, il ne s'agit pas de diable, il s'agit des gens qui n'ont pas pu quitter la présence de la matière et qu'il fallait aider. Pourquoi il n'y a pas d'aide dans l'au-delà? C'est pour ça que nous avons un rôle ici. Et lorsqu'on devient conscient de ce rôle, on aide. Et je n'ai aucun avantage de tout cela. Tout ce qui m'intéresse, c'est que cet enfant a retrouvé la paix. Je me demande effectivement si monsieur aide vraiment les gens, parce que est-ce que vous les aidez vraiment à faire leur travail de deuil? Est-ce qu'avec ces histoires de trépassés que l'on prend dans un coin puis qu'on amène un petit peu plus haut, est-ce que finalement vous ne confortez pas les gens dans l'idée de la survivance? Est-ce que tout ça n'amène pas à des pratiques beaucoup plus occultes de style spiritisme et autres? Non, pas du tout, parce que je vois que ces gens sont revenus pour me dire qu'ils avaient la paix. Et il n'y avait pas que cela que je fais dans la vie. Donc, je m'occupe d'un groupe qui accompagne les gens en deuil, où il y a des problèmes très, très forts, des deuils qui sont mal vécus, et que petit à petit, mais c'est un travail lent. Et ce n'est pas un travail qu'on peut dire, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça marche lentement. La compréhension, c'est quelque chose qui doit mûrir, surtout dans ce domaine où il y a encore énormément d'angoisse. Et vous n'avez pas peur de jouer les apprentis sorciers, là où peut-être des psychologues seraient plus appropriés? Je sais ce que je fais et je ne vais pas au-delà de mes propres moyens. Alors, Michael, Nicole, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui sont soit dans le public, soit devant leur poste aujourd'hui, et que vous n'avez pas réussi à convaincre de ce voyage dans l'au-delà. Nicole? Moi, j'ai envie de dire que la mort n'existe pas, qu'il n'y a que la vie,
Et que, bon, ce qui est important aussi, quand on n'a plus peur de la mort, la vie prend toute son importance, qu'elle a un sens, qu'elle a un but, qu'on est là pour donner de l'amour. Et ce qui est aussi très important, c'est que j'ai compris que cette plénitude qu'on a eue de l'autre côté, eh bien on cherche après. Moi, ce que je recherche, c'est à vivre consciemment cette expérience. Et je sais que pour ça, il faut que je meure tous les jours. Michael, vous, comment vous avez envie de convaincre les gens qui sont encore sceptiques sur votre voyage? J'ai envie de leur dire, aime-toi, oui, avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et oui. Parce que c'est pas possible. Merci à toutes les deux et à vous tous d'être venus sur le plateau de C'est mon choix de témoigner de ce voyage. Chacun se fera son opinion, bien sûr. Je vous remercie aussi d'avoir participé et vous, bien sûr, de regarder l'émission. À très bientôt.